La 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 la. La 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 la. Wind it up. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Yours, I can teach you, but I have to charge. Bring it. Make it nasty. Cette scène est épique. Ah, désolé, il fallait que je finisse mon milkshake. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la carrière de la chanteuse Kelis. C'est une chanteuse qui a un parcours assez peu orthodoxe. Elle aime bien jouer les rebelles ou alors c'est vraiment une rebelle du game. Elle ne veut pas se plier à certains codes. Elle a tracé sa propre ligne et on va revenir sur le fait que pourquoi, malgré le fait qu'elle ait fait tout ça, elle n'a pas vraiment une exposition de ouf de nos jours. Pourquoi elle n'est pas parmi les chanteuses qui comptent le plus sur la scène actuellement, même si pour beaucoup, elle a inspiré Rihanna, elle a inspiré Lady Gaga. Elle a aussi été en amont du son des Neptunes. Pour beaucoup, c'est même une icône de la mode. Pourquoi est-ce que Kelis, malgré tous ces compliments-là, malgré le succès critique, n'est pas une des chanteuses les plus en vue de la scène actuelle? Pourquoi elle dit d'elle-même qu'elle est la première chanteuse à avoir crié dans une chanson? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter. Il reste encore un peu. Et abonnez-vous. Et on va commencer la vidéo en écoutant la voix de Kelis. Parce que la voix de Kelis a quelque chose de particulier. C'est sultry, c'est jazzy, c'est sombre, c'est rocailleux. Il y a un truc dans sa voix en fait. Cette voix un peu brumeuse, un peu rocailleuse, un peu sultry, un peu jazzy, c'est donc Kelis en fait. Elle a vraiment un timbre très particulier, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa principale identité et surtout la petite Kelis était presque destinée à ce qu'elle va vivre dans la vie. À savoir que son père est un musicien de jazz et sa mère est une dessinatrice de mode. Et la carrière de Kelis va s'accentuer sur ces deux trucs-là. À la fois, c'est quelqu'un de très technique musicalement parce que comme elle a grandi dans un univers très musical, elle connaît plutôt bien la musique et elle est assez ouverte de manière générale sur la musique. Et de l'autre côté, elle va tout de suite avoir un rapport assez particulier à la mode qui va aussi faire sa marque de fabrique. Mais là, nous sommes en 98. Après avoir chanté à l'église, ses parents l'envoient dans une école des beaux-arts. À savoir qu'elle perfectionne donc ses qualités musicales, mais aussi ses qualités artistiques et notamment au niveau de la mode. C'est dans ce petit coin là qu'elle va finalement lancer son premier groupe. C'était les Black Ladies United, un petit groupe de R&B où elle fait ses premières classes. Et c'est dans ce petit groupe là que finalement quelqu'un la repère et la personne va la présenter à deux producteurs montants de l'époque, Chad et Pharrell Williams. Ils repèrent tout de suite le potentiel chez Kelis. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Non, franchement, c'est toi la meilleure, les filles du groupe là, c'est les pots de fleurs quoi. Nous, on te veut toi, on veut y aller avec toi. Et c'est donc comme ça que Chad et Pharrell vont convaincre Kelis d'abandonner sa petite formation et donc de signer avec eux sur son premier album. Ils vont enregistrer le projet assez rapidement. Et la toute première fois qu'on va entendre Kelis à la radio, c'était sur ce titre-ci de Older Chibastar. À cette époque-là, il y a deux choses. Les Neptunes qui sont dans le game depuis pas mal de temps, ils ont fait des titres pour SWV, ils ont fait des titres pour Maze, ne sont pas encore les superstars de producteurs qui vont devenir et qu'on va connaître en fait. C'est-à-dire que pour le moment, ils sont encore en train de se battre pour s'installer dans le game et ils réussissent à avoir un contrat avec Virgin qui décide donc de signer les artistes de Neptunes. Donc Chad et Pharrell sont encore en train de faire leurs preuves. De l'autre côté, Kelis est nouvelle dans le game, on la met sur un feat avec un rappeur plus ou moins connu et très vite on va enchaîner sur son premier single à elle. Une chanson bien sûr que personne n'a oublié et c'était ça. Cut Up There est un ovni sur la scène musicale de l'époque. Le look, le clip et surtout musicalement en fait. Ce son un peu R&B, ses influences un tout petit peu électro, la base du son très hip-hop. C'est-à-dire que ça mélange beaucoup de choses. Cette voix un peu brumeuse, un peu soulful. En fait, sa voix est bien plus mature que l'image de fille un peu simple qu'elle renvoie dans la chanson. Tous ces éléments-là, en plus avec le message un peu féministe à la fin, vont donner à Kelis une espèce de presse absolument formidable. Ça ne ressemble pas à grand chose de ce qui se fait à l'époque, quasiment à rien du tout. C'est vraiment aussi le passage des Neptunes à une nouvelle étape. À ce moment précis, les Neptunes vont commencer à toucher une plus large presse et c'est vraiment le paradoxe ici de l'histoire de Kelis. C'est-à-dire que la chanson va cartonner en Europe, mais sur le territoire américain, il va pas y avoir beaucoup de diffusion. Le son un peu nouveau, on ne connaît pas bien la meuf. Du coup, sur le second single, ils vont essayer de rentrer un peu plus dans les codes. Le titre avait été choisi parce que le son de Good Stuff est un peu plus accessible, le clip aussi est un peu plus accessible pour tout le monde, mais ça ne va pas prendre non plus sur le public urbain américain. Là, ils vont essayer un troisième single qui sera encore plus matraqué en Europe. Et ça, c'est une de mes préférées de Kelis, c'était Get Along With You, c'était ça.
Le clip est totalement barré, très sombre. On la voit avancer comme ça dans le noir. Et c'est pour ça que ça va plus ou moins prendre en Europe. Mais les Noirs américains vont se dire, on est sûr que la fille est normale. C'est Marilyn Manson. Go back to Brandy, yeah. We go back to Brandy, to Chelsea and everything. C'est trop compliqué pour nous. Et ce moment est très important parce que c'est à ce moment-là que son album Kaleidoscope va sortir. Il va y avoir encore une fois de très bonnes critiques de la presse indé sur les productions des Neptunes, sur le son plus ou moins futuriste du projet, sur le fait que la voix de Kelis et les prods de Pharrell s'assemblent super bien. Donc eux, ils vont avoir une poussée d'oxygène dans la presse indé, dans une presse mainstream qui va être absolument formidable. Mais de l'autre côté, ce qui va être très bizarre, c'est que le personnage de Kelis va être totalement rejeté par son assise afro-américaine en fait. Ils ne vont jamais totalement la comprendre. Elle va avoir un public plutôt edgy, un public de festival, mais sur le public afro-américain, Kelis ne va pas pouvoir s'installer. Et c'est pour ça qu'en fin de vie, même si l'album va faire de plutôt bons scores en France, aux États-Unis, ça ne va jamais être disque d'or. Elle va faire simplement 200 000 exemplaires vendus. Et ça, c'est la première blessure, mais la blessure originelle de toute l'histoire de Kelis, qui pourtant ne va pas s'arrêter là. Elle va tout de suite rentrer en studio pour faire un deuxième album. Et son deuxième album va être lancé par ce single-ci. Si vous ne connaissiez pas ce titre, à part si vous êtes sourd, vous avez dû comprendre tout de suite là que c'est beaucoup plus rock and roll. Et donc Kelis va dans un son qui est plus edgy, plus rock and roll. Pourquoi? Parce que premièrement, la presse qui a apprécié son premier album n'est pas la presse R&B américaine, c'est surtout la presse edgy en fait. Elle n'a pas d'assise sur le public urbain. Et quand elle a fait des tournées aussi bien à l'international, parce que les seuls prix qu'elle va recevoir, la majeure partie des prix qu'elle va recevoir pour son premier album, se sont faits en UK. Et donc quand elle va faire des tournées, elle va surtout les faire en première partie de groupes comme U2 ou encore dans des festivals comme Area Festival, des festivals qui étaient surtout destinés à un public pop rock, voire même électro en fait. C'est ces gens-là qui vont surtout l'accueillir. C'est pour ça que sur le second album, ils amorcent en leur faisant un clin d'œil, en allant un peu plus vers eux, aussi bien au niveau donc du son que de l'image. Mais le problème qui va se poser, c'est que de l'autre côté, les Neptunes sont devenus des gros poissons. C'est-à-dire que même si Kaleidoscope n'a pas été un gros succès pour eux, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se mettre à les regarder. Ça va malgré tout être un succès d'estime tellement fort qu'ils vont être demandés à tout le monde et qu'ils vont commencer à faire des tubes à tout le monde. Sauf que la majeure partie des tubes qu'ils vont faire vont donc être des tubes urbains. C'est pour ça que là, à ce moment-là, Kelis va être perdu. Parce qu'à la fois, Pharrell et Shad vont faire des tubes pour les autres. Et comme c'est leur poulaine, ils vont essayer de la placer à chaque fois sur des sons urbains. Ou encore ici. Ou encore ici. Pharrell et Shad essaient tout le temps de la placer sur leur featuring urbain, surtout qu'à l'époque, ils deviennent donc les gros producteurs du moment. Sauf que de son côté, ce n'est pas ce qu'elle veut vendre avec son public plus ou moins pop rock. Le deuxième single va sortir, c'était ça. Il va y avoir une dichotomie assez simple, à savoir que à la fois elle joue la meuf dans les clips des rappeurs plutôt sexy, un peu comme Ashanti qui va venir un peu plus tard. Mais vous vous rappelez que Ashanti, le lancement s'est fait sur quoi? Ils ont pris la formule de ce qui marchait avec What's Love, de ce qui marchait avec Always on Time, et ils vous ont fait des sons tout aussi sucrés pour que vous suiviez tranquillement sur son album en fait. Il n'y a pas énormément de différence entre ce que Ashanti vous offrait comme duo et son premier album. Chez Kelis, il y a malgré tout un problème. Il y a un grand écart à l'époque entre les prods plus ou moins urbaines que lui font les Neptunes pour les rappeurs et qui vont être bien diffusés mais qui vont pas être de gros succès populaires et l'image qu'elle-même veut avoir sur le deuxième album qui est un peu plus rock, hip-hop, bossa nova. C'est un album de nerd en fait avant nerd. Donc du coup, ça ne va pas prendre chez le public afro-américain. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est la deuxième blessure. C'est la partie où l'acteur pleure. L'œuvre de mon père est accomplie. Le label Wonderland va carrément et simplement annuler l'album aux États-Unis.
Pourquoi ils annulent l'album? Parce que les singles ne marchent pas et qu'à l'époque, sortir un album, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas simplement comme aujourd'hui, là, en fait, où on peut mettre en streaming et ça passe. À l'époque, sortir un album, l'éditer, ça coûte de l'argent. Et comme les singles de Kelly, ça ne marche pas du tout, comme le premier album n'a pas marché, ils savent qu'ils ne vont pas rentrer dans leur fonds. Donc, ils décident de ne pas sortir l'album aux États-Unis. Ils le sortent malgré tout en Europe. Et en Europe non plus, ça va être un gros échec pour elle. Elle va faire moins de 50 000 ventes dans le monde. Et l'autre raison qui va faire en sorte que le label annule Wonderland qui était prévu aux États-Unis, c'est quoi? Vous la connaissez parce que là, vous connaissez les vidéos. Elle était signée chez Pharrell. Pharrell était affilié à Virgin. Vous vous rappelez de la vidéo sur Mariah Carey? Parce qu'après le flop de Glitter, je vous avais dit quoi? Les caisses de Virgin étaient vraiment vides. C'est une histoire peut-être qu'il faudrait que je raconte dans une vidéo pour que vous compreniez. Mais le label a très mal vécu la banqueroute de Glitter qui a donc coûté hyper cher pour eux. Et après ça, énormément de projets ont été annulés, même chez des grosses stars comme Janet Jackson en fait. Elle n'a pas de 4e single sur son album All For You parce qu'il n'y a plus de fonds après ce qui s'est passé avec Glitter et le 11 septembre. C'est pour ça donc que quand ils voient des projets comme celui de Kelis ou encore une autre protégée de Pharrell que moi j'aime beaucoup, certains s'en souviennent peut-être, elle s'appelle Le Trail, c'était elle. Bah en fait Virgin, quand ils vont voir que les projets des meufs là ne débarquent pas, ils vont tout simplement les annuler aux États-Unis. Et c'est donc comme ça que le second album de Kelis ne va pas sortir sur le territoire américain et qu'elle va tout simplement péter un câble et se fâcher avec plus ou moins tout le monde. Elle avait déjà son petit caractère parce qu'en fait quand elle travaillait dès le départ là avec ODB, son surnom même dans la presse c'était le Thunder Bitch. À savoir que c'était souvent assez difficile de travailler avec elle au niveau de son caractère selon les gens qui l'entouraient. Même dans la presse on disait Kelis de Thunder. Mais dans la vraie vie, il semblerait qu'elle avait son petit caractère, elle prenait ses petites décisions et que vous êtes content, vous n'êtes pas content, elle s'en fout, elle veut faire ce qu'elle veut. Et là, elle trouve qu'elle est dans une situation parfaitement injuste parce que Pharrell, eux, ils cartonnent, ils font des sons pour Britney, ils font des sons pour absolument tout le monde. Et elle qui a aidé à ouvrir la porte aux Neptunes parce que ce n'est pas elle qui a construit le son de Neptunes. Eux, ils étaient là depuis, mais elle a participé à leur ouverture à la presse critique. Elle a participé au fait qu'ils ont pu toucher plus de monde après Kaleidoscope. Elle n'a rien. Et c'est donc comme ça qu'elle va vouloir le divorce. You? I have no idea who you are. Elle se sentait blessée dans son ego. Elle trouvait que les gens disaient d'elle qu'elle n'était que le pantin des Neptunes. Donc, elle va d'abord décider de changer de label. Elle va quitter Virgin et leurs problèmes de trésorerie, mais elle va rester sous l'empreinte des Neptunes. Mais elle va dire à Pharrell et à Chad, non, je ne veux plus que vous produisiez absolument tous mes albums du début à la fin. Cette fois-ci, on va chez Arista et je vais revoir mon contrat. Cette fois-ci, je suis productrice exécutive, c'est-à-dire que je décide de qui je veux dans mon album. Je vous veux certes, mais je veux aussi d'autres producteurs. Je veux Dallas Austin, je veux Raphaël Saadiq, je veux pas mal de gens qui sont en vogue actuellement pour pouvoir asseoir une crédibilité. Je suis plus que la meuf qui travaille avec les Neptunes. C'est comme ça qu'elle va penser son projet qui va donc s'appeler Testy et le premier single est donc la fameuse chanson que tout le monde connaît. C'est bien sûr le hit qui était à la base proposé à Britney Spears. Elle a refusé. C'est comme ça que Kelis le récupère. Magnéto, Serge. Milkshake est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'équation qui est résolue. L'équation du second album là est résolue avec Milkshake. À savoir qu'on lui faisait faire un son sur le second album qui était trop éloigné de la fille qu'elle était dans les clips un peu plus hip-hop. Là, elle est sur un titre R&B pop qui passe très bien auprès de la large audience. Aussi parce que les Neptunes se sont démocratisés. C'est leur son, c'est leur identité qui domine de plus en plus les audiences radio américaines. Donc, elle est là au bon moment. La chanson cartonne, ça se passe très bien dans le monde. Elle va enchaîner avec un second single assez différent qui s'appelle Trick Me. Et elle va enchaîner avec un troisième single qui est une de mes chansons préférées de Kelis. C'était ça.
Alors Tasty, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bel album de R&B mainstream qui est plutôt accessible sans être trop léger en fait. Vous y trouvez des titres plus pop comme Milkshake, des titres plus urbains comme In Public, des duos avec Raphaël Saadiq pour la partie un peu plus soulful. C'est-à-dire qu'elle fait bien ses classes, elle fait bien sa scolarité et c'est plutôt bien résumé. Le problème qui se pose, c'est que une deuxième fois, voire une troisième fois dans sa carrière, elle va jouer de malchance. Ça va bien marcher en Europe, notamment en UK. L'Angleterre va la porter, elle va faire plus de 500 000. C'est rare même que les grosses stars vendent aussi bien que ça en Angleterre en fait. Elle vend très bien l'album en Angleterre, mais aux États-Unis, même si elle va franchir la barre des 500 000 ventes, le second single qui était donc Trick Me et qui va être un tube en Europe et même en France en fait, je pense que beaucoup de gens connaissent Trick Me de Kelis, ne va pas marcher aux États-Unis après Milkshake en fait. Trick Me ne va pas être diffusé par les stations américaines et en plus à cette époque-là, Arista, le label sur lequel elle venait de signer en disant à Virgin là, vos problèmes avec Mariah Carey, blablabla, moi je pars. Le label où elle venait de signer, Arista Records, pour cet album Tasty, va avoir lui aussi des problèmes de trésorerie. À savoir qu'on va accuser un certain Ellie Reid d'avoir dépensé un peu trop d'argent dans différents projets. Ils vont avoir des problèmes de trésorerie et donc ils vont devoir se rattacher à une autre maison de disques. Sauf que vous savez déjà que quand on fait ce genre de drencher, souvent les projets en cours se perdent en fait. Et l'un des projets en cours qui va se perdre pour le label donc américain, c'est celui de Kelis. C'est pour ça qu'après l'échec de Trick Me, elle ne va pas avoir de troisième single aux États-Unis. Et donc les Américains n'ont jamais connu par exemple le titre entre Kelis et André, Millionnaire en single en fait. Ils n'ont jamais vu ce clip être diffusé en boucle comme il passait chez nous à la télévision. Le bilan de l'ère est malgré tout positif. C'est-à-dire que Kelis est devenue une star. Vous savez tous à l'époque plus ou moins qui elle est. Tout le monde connaît plus ou moins Milkshake. Elle est plus ou moins donc dans ce créneau R&B mainstream avec une patte un peu plus soulful parce qu'elle a du Raphaël Saadiq, parce que certaines prods ne sont pas tout à fait ce que les autres font. Mais elle existe désormais dans ce créneau-là. Créneau dans lequel elle n'était pas à la base. Vous vous rappelez, au début, elle n'était pas vraiment dans ça. Et ce n'est pas vraiment vers ça qu'elle-même voulait aller. Mais elle s'y installe. Elle collabore avec des gars comme Enrique Iglesias. Elle collabore avec Björk. Elle commence tout de suite aussi à s'émanciper. Et c'est donc là que Jive, le label qu'il avait donc récupéré après Arista, se dit on va faire un autre album avec elle qui est officiellement son 4e album, mais là c'est son 3e album parce que nous sommes aux États-Unis et que le 2e n'y est pas sorti. Donc il commence à travailler dessus. Pendant qu'elle travaille dessus, will.i.am et elle se lient d'amitié. C'est pour ça qu'elle apparaît sur ce titre-ci de Busta Rhymes. Elle se brouille à la même époque avec les Neptunes. Son problème est le même et c'est même le même problème que dans beaucoup d'histoires entre producteurs et chanteurs ou producteurs et artistes à ce niveau-là en fait. Pourquoi? Parce qu'elle se rend bien compte que les Neptunes, les Nerds, tout ce qu'elle a initié avec eux au début, c'est devenu quelque chose qui cartonne de ouf. Sauf que eux, ils ont plein d'argent et elle, sur ça, elle n'a pas beaucoup gagné. Elle n'a pas beaucoup gagné, pourquoi? Parce que bien sûr, elle n'a pas beaucoup vendu, mais elle leur reproche quand même parce qu'elle se dit, pourquoi est-ce que eux, ça a aussi bien marché avec Virgin en plus, Virgin que je déteste. Et moi, ça a si mal marché. Donc, ils sont en froid et elle ne les prend pas sur l'album qui va s'appeler Kelis Was Here. Le premier single, c'est un titre produit par Bangladesh. À l'époque, Bangladesh n'a pas encore fait les tubes pour Beyoncé. Bangladesh n'a pas encore fait les tubes pour Lil Wayne. C'est Kelis qui le réintroduit ou qui l'introduit vraiment sur la scène urbaine. Et ça va être un gros hit. C'était Bossy. Et d'ailleurs, à un moment, elle dit ça. Je suis la première meuf à avoir crié dans une chanson. Elle fait bien sûr référence à Caught Up There. Vous savez le moment où elle fait... Bossy va cartonner et surtout à l'époque il cartonne parce que Kelis aussi a plus de visibilité sur la scène urbaine. Elle vient de se marier avec Nas. Nas c'est un peu l'un des pachas du rap moderne et donc le fait que Kelis soit mariée avec Nas, Nas a une histoire un peu particulière avec Jay-Z et donc on voit Jay-Z Beyoncé, certains disaient c'était un peu le couple rival du couple Jay-Z Beyoncé. À l'époque ça fait parler, elle est de plus en plus vue par ce public là. Donc un nouveau titre de Kelis urbain en plus produit par Bangladesh qui est un son plutôt novateur sur la scène urbaine de l'époque, ça prend de ouf, ça va cartonner, mais l'envolée va très vite s'arrêter avec le second single, pourtant sur lequel ils avaient plutôt misé en fait. Ils le font produire par Polo Dadon, c'est Kelis et Nas, et la chanson Blindfold Me ne va pas marcher du tout.
Le titre qui était pourtant attendu comme le duo entre Kelis et Nas, le nouveau duo entre Kelis et Nas dans ce disque-là après le mariage, va tomber à plat. Il ne va vraiment pas prendre auprès du public américain et c'est lui qui va gâcher la dynamique. Curieusement, c'était le mariage au début qui donnait une presse formidable sur tous les blogs, sur tous les forums, sur tous les trucs urbains à Kelis. Et finalement, quand la chanson va sortir, elle ne va pas prendre et elle va casser la dynamique autour de Kelis Was Here, qui est en réalité une déclaration de guerre en fait. Quand vous voyez l'album, le fait qu'elle ait coupé ses cheveux, la rébellion et tout, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un album qui explique très bien la frustration de Kelis. Vous avez vu que depuis le début, elle a du mal à trouver sa place. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle fait un album où elle révolutionne son image, elle coupe ses cheveux, elle invite différents producteurs, donc du coup, elle expérimente beaucoup de sons tout à fait différents sur pas mal de chansons. Et donc, l'album s'appelle Kelis était là. C'est un peu comme une signature en fait. Kelis était là, voici ce que je sais faire, voici ce que je peux donner. La majeure partie des titres sont écrits par elle, même son duo avec CeeLo Green qui va plutôt bien marcher en UK, elle le coécrit. Mais ça ne va pas prendre. Et pourtant, dans cet album, il y a absolument tout le monde. Il y a Scott Storch, il y a Dr. Luke, il y a Max Martin. Il y a quasiment tous les plus gros producteurs de la scène. Ça veut dire qu'ils ont dépensé énormément d'argent, mais ça ne va pas marcher. Même dans l'imagerie, il va y avoir quelque chose qui va cristalliser à l'époque, mais les gens ne vont pas pour autant se déplacer pour aller acheter cet album qui va finir avec simplement 160 000 ventes aux États-Unis et 40 000 ventes en UK. Ça veut dire que même sur ces marchés de base, les marchés où elle était plus ou moins assise, elle venait de 500 000 avec Testy en UK, ce qui était très fort. Elle passe à 40 000. Et donc, après l'ère Kelis Was Here, elle va entrer, elle, dans une véritable dépression. Surtout qu'elle va voir que son concept va être réutilisé quelques temps après chez une autre chanteuse pop. On va lui faire des choses assez similaires, notamment au niveau de l'image et notamment au niveau de la pensée même de son album qui va s'appeler Good Girl Gone Bad. Oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'avec Kelis Was Here, elle va défendre une identité, elle va défendre un look qui ne va pas fonctionner chez elle. Mais quelques temps après, on va voir qu'ils vont reprendre pas mal de codes, s'en inspirer pour Rihanna. Et ça va cartonner chez Rihanna. Et donc, ça va grandir la peine autour de cet album. Elle va carrément s'extraire du game parce que CeeLo Green va lui dire « Faisons un autre album ». Vous savez qu'il cartonne à l'époque avec Crazy. Il va lui dire « Faisons un disque ». Et elle va refuser de le faire. Elle va vouloir tout abandonner. Dans des interviews, elle va dire ceci. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Après Kelis Was Here, j'étais dévasté. Je me disais, plus jamais je ne sortirai d'opus. Je déteste tous ces gens. J'étais dans une course sans même réaliser que j'y étais. Cet album a extirpé toute la vie en moi. Donc, je suis parti et j'ai appris comment devenir un cordon bleu. Ce qui est génial avec la nourriture, c'est qu'on n'est pas centré sur ce à quoi tu ressembles, sur ce que tu fais. On veut juste savoir si c'est bon. C'est donc un échec commercial qui est très mal vécu et qui est surtout amplifié par le fait qu'elle pense voir que sur l'image, Rihanna s'en est beaucoup inspiré et même dans certaines pensées autour de son disque. Rihanna swagger jacking your whole style from the Kelis Was Here era. Is that ridiculous or is that, you know, I just figured I'd ask it. So if you want to start a big feud here or... No, you know what? Listen, I'll be totally honest. It'd be ridiculous for me to not acknowledge it if someone asks. The reality is, what is she, like 20? She's young. I mean, what else is she supposed to do? Et de l'autre côté, elle voit aussi que Lady Gaga, en tout cas quand Lady Gaga arrive, a aussi ce côté un peu très mode qu'elle-même elle avait et que personne n'a voulu voir en fait. Personne n'a voulu lui reconnaître. Elle pense que c'est parce que c'est une femme noire et que les noirs eux-mêmes ont un certain problème avec la manière dont elle se comporte. Ils ne l'acceptent pas totalement. C'est pour ça que quand will.i.am va devenir le king des On The Flowery avec David Guetta et les I Got a Feeling, il va se dire, oh ma copine Kelly, viens on fait les On The Floor là. J'ai trouvé un moyen de se faire de l'argent facile, il y a un producteur français là, viens. Donc will.i.am l'appelle pendant qu'il cartonne et elle va accepter de signer sur l'album de will.i.am pour un album électro qui va s'appeler Fleshton. Et pour ceux qui veulent savoir toute l'histoire, pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'elle a été payée 175 000 $ pour enregistrer ce disque. On le sait parce que quand elle a divorcé avec Nas, chacun d'eux a sorti les dossiers de l'autre et que les avocats de Kelis, à un moment, quand elle demandait une pension alimentaire de 50 000 $ par mois à Nas, avaient publié ce qu'elle gagnait par mois en fait. Et donc on avait vu là que pour l'album Fleshton, elle avait été payée 175 000 $ et plus tard elle va raconter qu'en réalité sur cet album là, elle n'a gagné que 50 000 $. Toutefois donc là, elle va changer de style et elle va accentuer encore le côté de l'image, elle va avoir des cheveux gris et c'était ça le premier single.
Avec ce disque de Kelis, il va y avoir deux écoles. La première école, c'est des fans qui vont vous dire que c'est un projet sulfureux, blablabla, on the floor, mais que sa voix habille bien les productions, sa voix marie bien l'ensemble. Et il y a d'autres personnes qui vont vous dire que c'est une daube intersidérale. C'est inaudible, ça fait froid dans le dos, c'est non. Je pense qu'on peut comprendre les deux avis, surtout qu'en réalité, c'est à ce moment-là que Kelis va vraiment totalement fracasser sa petite fanbase. Bien sûr, vous avez vu que depuis le départ, c'est pas une grosse vendeuse de disques. Mais le fait qu'à chaque fois, elle transporte ces gens dans des univers totalement différents, ça va faire en sorte que même en Europe, où elle va pourtant plutôt bien vendre, parce qu'elle là, elle est sur le terrain de l'électro-dance. Donc, les singles vont plutôt bien se vendre, mais l'album ne va jamais véritablement trouver son public dans un pays précis. Et ça, je pense que c'est parce qu'elle l'a fait à ce moment-là. À ce moment-là, tout le monde fait du guetta, tout le monde fait de l'électro. Et là où elle avait un avantage avant sur les autres, c'est que quand elle venait avec un single ou avec un son, elle était plus ou moins en amont de quelque chose. C'est pour ça que ces marchés-là l'aimaient bien. Mais sur le truc de guetta, bien sûr qu'elle va plutôt bien marcher en UK, mais là, elle est dans la banalité totale parce que ces producteurs électro-là font le même son pour tout le monde. Donc, on se dit qu'Kelis suit la tendance. Et c'est exactement le même sentiment que va avoir sa bass fan plus ou moins R&B black en fait. Ils vont se dire, on aimait bien le côté un peu R&B edgy de Kelis, mais là le truc électro dance, on n'en veut pas. Ça va très bien se ressentir aux États-Unis où l'album va faire simplement 32 000 ventes. Déjà, il vendait pas beaucoup, mais là c'était la catastrophe industrielle. Et dans les interviews, on va bien voir qu'elle est assez agacée par le fait que le public américain va tout de suite lui dire que pourquoi tu ne reviens pas à la base, pourquoi tu ne reviens pas à la base. With R&B and hip hop, how are those core people reacting to acapella? You know, I never had a hip hop audience though. No? And I was never considered R&B. I think honestly. Suis-je R&B parce que je suis noir ou suis-je pop parce que j'ai un titre qui s'intitule Milkshake ou puis-je juste être qui je suis? Bon Dieu, les gens font comme si nous faisions des transplantations cardiaques, mais nous ne faisons que de la musique. Et elle va donc critiquer avec pas mal de véhémence le fait que fatalement, les fans de R&B hip-hop ne l'ont jamais totalement acceptée parce qu'effectivement, elle est un peu différente. Elle est peu orthodoxe pour une chanteuse de R&B, donc elle n'a jamais eu totalement sa place sur ce format-là. Souvent, elle a été plus acceptée par les fans plus ou moins de festivals, rock et ce genre de trucs. Donc, elle va dire, finalement, moi, je ne vous dois rien en fait. Je me suis toujours fait de moi-même et laissez-moi faire mon petit électro si j'ai envie de le faire. De l'autre côté, ils vont malgré tout la poursuivre parce que cet album va être très critiqué en fait. Les critiques des Afro-Américains vont être très violentes et surtout le visuel. Elle va avoir un look un peu edgy, ce genre de truc. Et surtout, ils vont retenir quoi? La photo où il y a un chien et elle est sur la tête en fait. Elle a la tête du chien. Cette photo-là va faire polémique. On va lui dire qu'une femme noire qui est sur un chien, c'est manquer de respect à la femme noire, c'est manquer de respect à l'histoire. Il va y avoir pas mal de reproches. Même si elle va continuer sa promo, elle va avoir un autre single qui était ça. Mais cette ère des On The Flowery ne va pas spécialement être un booster pour Kelis. Alors bien sûr, elle va avoir le tube a cappella, mais ça ne va pas l'asseoir sur la scène électro. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la démarche au moment où elle l'a fait, encore une fois, n'a absolument rien d'original. On a juste l'impression que c'est une autre artiste qui travaille avec les Pharrell et les autres producteurs R&B hip-hop de l'époque, qui vient dans l'ère électro et les gens se disent c'est une autre opportuniste de plus. On ne voit pas en réalité l'originalité de sa démarche et c'est pour ça que même chez le public des On The Flowery, pas le public des On The Flowery pop, mais le public plus ou moins on the floor connaisseur là, elle ne va pas non plus avoir ses galons en fait. Elle ne va jamais trouver son assise, même si en réalité sa démarche était plus honnête que les démarches de Usher ou de Nio. Eux, ils ont juste surfé sur la vague en disant bah je vais faire des singles du genre et après je vais faire des albums Melting Pot. Elle a quand même fait la démarche d'avoir un album entier qui est plus ou moins cohérent dans ce genre-là. Donc elle aurait dû être avantagée, elle aurait dû être mieux reçue par ce public. C'est pas ce qui va se passer, même si elle va faire la première partie de Robin. Dans les chiffres, ça va être très mou. Et à la fin de cette ère-là, Interscope et will.i.am, une fois encore, vont lui rendre son contrat. Et vous voyez que ça commence à devenir assez pénible parce qu'à chaque fois quasiment, elle fait un album dehors, un album dehors, un album dehors. Et là, malgré tout, un label anglais va se dire tu as bien marché avec l'électro là, un label indé, il faut qu'on continue sur cette voie là, on va aller vers un sample garage, le premier single ou au moins la chanson qui aurait dû être le premier single, c'était ça.
Mais encore une fois, ça ne va jamais réellement aboutir. Pourtant là, pour moi en tout cas, elle tenait plus ou moins quelque chose parce qu'il y avait moyen de faire une transition entre un son plus ou moins underflowery et un son plus ou moins electro garage. Il y avait vraiment quelque chose à faire pour asseoir quelque chose avant de continuer à évoluer. Sauf que le projet va être annulé parce que Kelis va se disputer avec les gens qui géraient le label. Et c'est donc comme ça que pendant quelques temps, elle va se concentrer sur son restaurant, son divorce avec Nas, avant de finalement revenir avec un album plutôt particulier en 2014, un projet signé encore une fois en Angleterre, et plutôt soul R&B dans une vision plutôt old school. Ça donnait ça. Et quand cet album va sortir, elle va elle-même le dire dans les interviews, elle va reconnaître qu'elle est totalement inconsistante musicalement, même si c'est ce qu'elle aime en fait. But if you look at your career musically, it's all over the place musically. I'm consistently inconsistent, Trevor. You are, aren't you? Yes. You, and I think finally... L'album fait référence à son autre passion qui est donc la nourriture. Elle a son petit restaurant et elle s'est dit je vais me faire plaisir en faisant un album qui va mélanger les deux univers. C'est pour ça que certains titres de chansons c'est Côte de porc, Jack Ribs ou encore Friday Fish Fry qui est donc le poisson frit du vendredi. Musicalement, ce n'est pas mauvais en fait. C'est vraiment un disque agréable. Et encore une fois, son timbre, il y a quelque chose dans son timbre qui passe bien en fait. Qui rend vraiment l'album très agréable, très soulful, très rocailleux. Il y a quelque chose de très beau dans ce disque. Mais malheureusement, elle est allée dans tellement de sens qu'elle-même, en le sortant, sait qu'elle le fait pour se faire plaisir et qu'il ne va pas cartonner en fait. Aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis où elle va faire moins de 10 000 ventes. Il n'y a vraiment plus d'écosystème pour qu'un projet du genre lancé par elle cartonne. Comme vous avez pu le voir, elle a souvent assez mal vécu sa relation plus ou moins froide avec le public afro-américain. Elle ne se gêne d'ailleurs pas en interview pour dire qu'en fait, effectivement, ils ne l'ont jamais comprise. Ils l'ont pris pour une sorcière parce qu'elle était noire et qu'elle faisait pas exactement ce que les autres faisaient. Donc, elle était un peu bizarre pour eux. Et elle cite d'ailleurs une autre chanteuse de l'époque qui semblait un peu barrée pour le public américain de l'époque. Oui, elle cite Macy Gray et d'ailleurs a raison parce qu'elle faisait partie des chanteuses un peu alternatives de l'époque et elle dit que le public afro-américain n'a pas été tout à fait réceptif et c'est un peu sa blessure. Mais de l'autre côté, il faut bien voir que sa relation avec le public afro-américain, c'est une série de rendez-vous manqués en fait. Sur le premier album, c'est vrai effectivement que Virgin aurait pu faire plus. C'était pas forcément le label idéal pour ce genre de projet. Virgin, c'était surtout la maison des gros blockbusters, notamment Janet Jackson, le genre de gros projets pop, mais ils avaient beaucoup de mal à lancer, à faire du développement d'artistes R&B, surtout d'artistes plus ou moins particuliers comme Kelis en fait. Parce qu'effectivement, Kelis arrive avec un son particulier, avec une identité particulière et le public afro-américain, c'est difficile de les toucher. C'est encore plus difficile quand on est sur un label qui n'est pas forcément un label qui peut et qui a les moyens, l'attention de porter ce genre de projet en fait. Donc certainement, elle en a souffert sur ce premier album, mais malgré tout, le public afro-américain n'était pas prêt à ça et c'est pour ça que finalement, en fin de vie, elle fait 200 000 ventes. Alors peut-être qu'avec une autre maison de disques, elle aurait fait 400 000 ventes sur ce projet-là, mais toujours est-il que ça n'aurait pas été un immense succès pour elle et je peux comprendre sa frustration parce que ces deux premiers projets, même si effectivement ils n'ont pas eu beaucoup de ventes, ils ont permis en fait à Chad et à Hugo d'avoir la porte ouverte et donc d'imposer le groupe Nerd chez un certain public. Quand vous écoutez le premier album de Kelis et surtout le second album de Kelis, vous voyez le public qui aime, la critique qui aime et vous voyez ce qui se passe avec Nerd juste après, il y a une liaison en fait, même dans l'attitude de Pharrell qui va tout de suite devenir un peu plus modeux, qui va tout de suite être un peu plus hype. Bien sûr qu'il avait déjà ça en lui, mais le fait que Kelis avait déjà eu ces critiques-là, avait ses albums produits par lui dans sa poche, lui a ouvert la porte et c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'elle a toujours une sorte de ressentiment aussi envers eux en fait. Récemment, dans une interview, elle les a carrément accusés d'être des escrocs. Pourquoi? Parce que son contrat de base, selon elle, stipulait que les trois devaient se diviser chaque centime, chaque petit revenu. S'il y avait 1 euro, 3 parts égales. Mais il se trouve qu'à la fin, les deux autres ont eu des parts un peu plus grosses et elle n'a pas eu grand chose. Elle dit qu'elle s'en est sortie grâce aux revenus de ses tournées. Mais il faut voir que même si tout le monde l'a soutenue, même si tout le monde s'est emballé, parce qu'effectivement, de nos jours, dès qu'on accuse sur la toile, tout le monde veut être défenseur du droit, de l'ordre, voilà, tout le monde est policier. Enfin, non. Bref, tout le monde veut défendre l'ordre et la morale. Donc, quand il y a ce genre d'accusation,
accusation, tout le monde défend la personne qui accuse, mais il faut comprendre que c'est un peu plus complexe que ça, parce que quand elle dit qu'ils étaient censés se diviser les revenus en 3 parts égales, peut-être qu'effectivement c'est ce qu'ils lui ont dit, mais pour pouvoir se diviser les revenus en 3 parts égales, il fallait que Kelis écrive les chansons. Or, sur le premier album, elle coécrit simplement une chanson, et sur le deuxième, elle en écrit plusieurs, mais le deuxième ne sort pas aux États-Unis. Donc, de fait, quand elle dit qu'effectivement, on l'a escroqué sur ses droits, peut-être qu'ils lui ont dit en face à face que oui, on aura 3 parts égales. Mais dans les faits, quand on regarde les crédits des albums de Kelis, quand on regarde les ventes de ces albums de Kelis, sachant qu'elle n'a pas écrit ces titres-là, peut-être qu'ils auraient dû lui dire pour qu'elle écrive les titres, mais ils n'auraient pas partagé les crédits avec elle. Parce que par exemple, Milkshake, effectivement, elle n'a pas écrit une phrase de Milkshake. C'est Chad et Pharrell qui ont écrit Milkshake. C'est logique qu'ils ne lui donnent pas de droit dessus, en fait. C'est un peu l'ambivalence de la chose. Certains vont vous dire que oui, mais effectivement, ils auraient dû lui laisser écrire les chansons, les protecteurs, les Jésus-Christ du net, là, vont vous dire que non, elle aurait dû écrire toutes les chansons. Et d'autres qui sont peut-être plus réalistes vont vous dire que oui, mais si elle avait écrit les chansons, on n'aurait pas eu les chansons là, en fait. Ça n'aurait pas forcément donné ce que Chad et Pharrell lui ont fait. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Et donc, quand elle dit qu'effectivement, ils l'ont escroqué et qu'elle n'a pas gagné beaucoup, il faut qu'on se rappelle que de l'autre côté, quand elle dit qu'elle faisait des concerts, elle faisait quand même des concerts grâce aux tubes, grâce aux chansons que Chad et Pharrell lui ont donné, en fait. Donc, c'est un problème un peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît. D'ailleurs, cette année, ça fait exactement 20 ans que Kaleidoscope est sorti. Vous avez dû voir les pubs un peu partout avec la pochette, la réédition et surtout, en fait, la tournée. Et ce qui est intéressant avec la tournée, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas une tournée qu'elle fait aux États-Unis, en fait. Elle fait surtout la tournée en Europe, particulièrement en UK, parce que c'est dans ce pays-là que l'album a le plus marché. Et encore une fois, quoi? C'est-à-dire que dans ce disque-là, elle n'a que coécrit un titre. Le reste a été produit, composé, tout par Pharrell et Chad, en fait. Donc, malgré tout, quand elle dit ce qu'elle dit, aujourd'hui encore, ce qui lui permet de vivre, ce qui lui permet quand même d'exister, de faire pas mal de tournées, ça ne veut pas dire que sa carrière se résume au Neptune, parce que si je dis ça là, elle va venir me frapper, parce que vous connaissez le caractère de Kelis, voilà. Mais ils font malgré tout partie de son histoire, ils ont une grande part dans son histoire. Beaucoup de gens encore, pour eux, Kelis est toujours la protégée des Neptunes, et même son plus gros tube est produit par eux. Il faut aussi comprendre que pour beaucoup de gens qui ont parcouru plus ou moins l'industrie du disque américaine, moi j'ai toujours suivi Kelis, et Kelis, je sais que ce sera mal vu de le dire aujourd'hui, elle a toujours eu son petit caractère, en fait. Si vous connaissez un peu les recoins de l'industrie, il y a pas mal d'histoires, pas mal de bagarres, pas mal de trucs en studio où Kelis explose. Elle a son caractère très très fort. D'ailleurs, la dernière fois, le rappeur chrétien Lecrae racontait comment elle l'a carrément agressé dans la rue. She comes over and she says to me, I thought you were cute until you started taking pictures with the housewives like a fanboy. What? I don't know what just happened or why she felt the need to tell me that. But, that escalated things quite a bit. And she's like, who do you freaking think you are? Whatever, nobody even knows you. Who are you? What is your name even, Mr. Tall Guy? No one knows you. And he's like, what? You don't know? How many Grammys do you have? Huh? When's the last time you put out an album? We don't know. Ce qui est d'autant plus drôle est que son seul crime est d'avoir pris une photo avec les filles de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'il prenait une photo, qu'elle s'est passée, ce n'était pas ses histoires, mais elle lui a quand même dit « Mais pourquoi toi, tu prends des photos avec ce genre de personnes en fait? Est-ce qu'elles ont des vrais hits comme moi ?» Le mec qui était à côté lui a dit que « Mais toi, ton truc de Milkshake là, c'était à l'école primaire. » Et bam, elle a sorti les talons, ils se sont bagarrés et la bagarre a finalement été arrêtée par Busta Rhymes. Ça ne veut pas dire que Kelis est une mauvaise personne, je ne la connais pas. Mais depuis que je suis l'histoire du R&B, depuis que je suis sur les forums de R&B depuis longtemps, Kelis a toujours ce genre de petites histoires. D'ailleurs, quand elle a accusé Nas de violence conjugale, ce qui est très grave, le post qu'il a fait, il a dit qu'il s'est fâché avec toute l'industrie à cause de Kelis parce qu'à chaque fois, Kelis a eu des problèmes avec des producteurs, les songwriters, et ça a souvent été le cas en fait. Vous voyez qu'elle a annulé la sortie de l'album avec CeeLo Green alors qu'à l'époque, CeeLo Green cartonnait avec Crazy. Ensuite, en 2012, elle avait le moyen là de faire un album garage pour les Anglais alors que c'était eux qui avaient plus ou moins un peu apprécié l'album Electrolytes. Elle a finalement annulé cet album alors qu'elle avait déjà enregistré pas mal de titres. C'est-à-dire qu'elle doit aimer décider ce qu'elle veut faire, quand elle veut faire, comme elle veut faire. Et ça peut être très très difficile de travailler avec elle dans l'industrie en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise artiste, encore une fois. Ça veut juste dire que ce genre de comportement, pour avoir un peu de recul dans l'industrie, ça peut être préjudiciable. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été dans le côté de me dire que Kelis n'a pas la carrière qu'elle mérite. En réalité, même si effectivement Testy aurait pu avoir un meilleur accueil aux États-Unis, globalement,
au vu de ses choix, au vu de ses ambitions, au vu du fait qu'elle a envie de faire ce qu'elle veut faire quand elle veut faire, bah finalement elle a la carrière qu'elle mérite en fait. Tout le monde n'est pas fait pour être une superstar, tout le monde n'est pas fait pour être une Rihanna. Elle a son petit public, elle a son audience sur laquelle elle est assise. Elle a aussi ce public un peu hype, un peu alternative R&B, un peu électro. D'ailleurs, elle est sur le prochain projet de Disclosure. Donc il y a toujours une sorte de petite hype avec elle. Elle va certainement revenir l'an prochain avec un autre album qui ne sera peut-être pas signé en major, mais elle va se faire plaisir. Mais pour moi, chez moi, il n'y a pas ce côté de regret chez Kelis d'une certaine popstarisation, une certaine hyperstarisation, parce que je sais que ça ne correspond pas vraiment à sa personnalité en fait. Elle aime bien faire ce qu'elle veut quand elle veut. D'ailleurs, quand vous voyez que la meuf vous sort un album de soul et les titres des chansons c'est le poisson frit ou encore les côtelettes de porc, imaginez Beyoncé venir dire en major ou chez Columbia que elle va sortir un album et les titres des chansons c'est la marque de couche de Blue Ivy ou alors la marque de slip de Jay-Z en fait. Voilà, c'est pas vraiment son truc. Même si elle a apporté certaines choses, elle a un peu le même souci que Nelly Furtado. Elles sont pas là dans des plans de carrière, elles veulent faire comme elles l'entendent. Le seul avantage que Nelly Furtado a sur elle, c'est que Nelly a eu le moment où les allumettes se sont réunies et elle a eu ce gros album pop. Mais Kelis en réalité aurait eu le même parcours parce que même si Testy avait été un immense succès, ensuite certainement elle aurait été encore ailleurs parce que ça lui correspond et c'est ce qu'elle aime être en fait. C'est un peu comme ça qu'elle se voit et c'est aussi pour ça qu'elle a son petit public qui la suit. D'ailleurs récemment elle a fait de Masked Singer en UK. Et l'Angleterre, à elle, reste son principal marché parce qu'ils sont malgré tout un peu plus ouverts musicalement que les USA en fait. Ils sont plus ouverts aux différents mélanges et c'est donc pour ça qu'ils l'ont mieux accueilli. Mais ça, on verra ça dans une vidéo peut-être sur la musique anglaise. Là, nous sommes à la fin de l'analyse sur la carrière de Kelis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'elle, de ce qu'elle a apporté, de comment elle a pu inspirer au niveau du style. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de sa carrière, de ses choix, de ses albums. Du fait que chaque album, malgré tout, avait une identité en fait. Chaque album a quand même un son qu'elle apporte. Elle va dans différents univers. Ce n'est pas forcément idéal quand tu es dans une carrière comme la sienne parce qu'encore une fois, elle n'a rien consolidé. Pour certains, même, ça restera à jamais la protégée des Neptunes. Mais dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez d'elle, de sa relation avec les Neptunes, de son futur album qui arrivera très certainement en 2021, de son featuring avec Disclosure. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.